Bonjour les amis, vous êtes avec les Gilets jaunes constituants Pays de l'Uropoix, anciennement 91, numéro 91, ça c'était le quadrillage du pays. Donc là on est, c'est samedi 12 décembre 2020. 2020, on est avec Fadi Kassem. Fadi Kassem, vous le connaissez, c'est un prof d'histoire, c'est un spécialiste de la Révolution française. C'est un spécialiste aussi du marxisme et il est même, il a des engagements politiques au niveau du PRCF. Aujourd'hui, bien sûr, c'est pas au niveau de son groupe politique. Il n'est pas là pour faire de la propagande, bien sûr que non. Il est là en tant que prof d'histoire pour nous parler du mandat impératif et révocatoire. Bonjour, citoyens, camarades, content de te revoir, pas de muselière. C'est clair. Et bonjour déjà à tous les constituants, ça fait tous les Gilets jaunes tout court d'ailleurs. Le mouvement il a commencé il y a déjà plus de 2 ans et il est toujours là. Et avec toujours des revendications tout à fait légitimes, à commencer par celle dont on parle aujourd'hui, le mandat impératif et révocatoire. Tu penses que le RIC, au départ c'était le frigo, après c'était le RIC, là on réfléchit là-dessus, mais il y a aussi l'annulation de la dette publique odieuse et illégitime. On l'a vu avec les collègues, ils ont fait une commission, pendant 1 an ils ont bossé, ils sont en train de produire quelque chose, et ça va être donné en fait à tous les collègues pour aller mettre les maires sous pression devant leurs responsabilités. Donc aujourd'hui c'est un petit peu à part, c'est le mandat impératif et révocatoire. Ouais. Alors explique-nous pourquoi il n'y en a pas actuellement. Pourquoi dans la Constitution de 58, sous laquelle on vit, l'article 27 dit que tout mandat impératif et révocatoire est nul. Donc apparemment, il se passe quelque chose. Ils n'aiment pas ça. Le système oligarchique bancaire n'aime pas le mandat impératif. C'est normal. Pourquoi ? C'est normal parce que eux, la logique défend la Constitution de la 5e, puis le régime d'avant d'ailleurs. Il n'y a que la Constitution de 1793, nous en reparlerons. À part la Constitution de 1793, toutes les constitutions défendent en fait, et tous les pouvoirs politiques, le mandat représentatif. Pourquoi ? Parce qu'en fait, représentant, mais tu représentes qui ? En fait, le type est élu, il se sent absolument pas lié à son vote, donc en réalité, il va simplement défendre les intérêts, j'allais dire de classe, mais en réalité déjà les intérêts propres à lui-même. Ouais, bien sûr. Par conséquent, tout ce qui est peuple, etc., rien à foutre. Le principe du mandat impératif et révocatoire, il est double et il est véritablement démocratique. Impératif, ça veut dire d'abord que les types qui ont été désignés par le mandat, ils sont obligés d'appliquer ce pourquoi ils ont été élus. Voilà, c'est à la ligne. Et donc ça veut dire qu'ils sont contrôlés, il y a un contrôle démocratique. Et puis révocatoire, parce que en fait c'est très simple, il suffit qu'ils trahissent et ils sont virés. Voilà, c'est le principe de base du contrôle démocratique sur les élus. Après, j'en dirai un mot par la suite, mais on verra quelles sont les conditions pour que ça marche. Mais vraiment, c'est le principe même de la démocratie. Et la seule constitution qui en parle vraiment, sans le nommer directement, mais qui en donne les principes, c'est la constitution du 24 juin 1793, celle que défend à tout prix Robespierre, inspirée notamment des idées de Jean-Jacques Rousseau. Waouh! Là, tu nous donnes de la data, c'est génial, merci. Alors, est-ce que Jean-Jacques Rousseau parle du mandat impératif et révocatoire ou comment ça se passe d'un point de vue historique? Ça vient d'où cette idée-là que les représentants, ils ne sont pas là simplement pour représenter leurs intérêts personnels, gamellés, ou après rentrer dans des sociétés secrètes, on va dire peut-être la franc-maçonnerie, hein voilà, histoire de gameler encore plus, et puis de renvoyer l'ascenseur aux mecs qui financent derrière, c'est-à-dire ceux qui nous saignent. Alors, d'où est-ce que ça prend ses racines, le mandat impératif et révocatoire? Écoute, moi je dirais tout simplement qu'il y a une réflexion autour du partage du pouvoir. Le pouvoir était absolu, il était concentré entre les mains du monarque. Et après la question qui se pose, c'est comment d'abord, le partager, parce que c'est la plupart en fait des penseurs des Lumières, les Montesquieu, les Diderot, les Voltaire, eux ce qu'ils veulent, c'est pas partager le pouvoir avec le peuple, c'est partager le pouvoir pour la bourgeoisie avec le roi. C'est ça l'objectif. Puis ça débouche sur ce que tu as dit. Et Rousseau va plus loin, parce que Rousseau pense la démocratie. Il pense la démocratie, puis il dit voilà, dans le fond, ce qu'il faut c'est imaginer un système où il y a un véritable contrôle du peuple, de la population, sur ce mandat, si tu veux, sur le pouvoir. Et pour cela, lui, il part d'un principe qui est très simple, la démocratie ne peut exister que dans un seul cadre, celui de la nation. Parce que la nation, c'est l'ensemble de la population assemblée qui parle la même langue, qui partage les mêmes lois. Sur un territoire, sur un même territoire, bien entendu. Et il faut signaler que Rousseau a d'ailleurs écrit, c'est la première constitution importante, la constitution démocratique pour la Corse. On n'en parle que très rarement, mais c'est Rousseau qui avait rédigé cette constitution démocratique pour la Corse, où il réfléchit déjà, si tu veux, une première fois, à cette idée de véritable pouvoir démocratique. Il ne le définit pas forcément directement, mais il explique clairement, voilà, si vous voulez que les gens puissent être, véritablement, les dirigeants puissent agir
en faveur du peuple. Ils font un contrôle dessus. Comment? À condition que la souveraineté, c'est le principe de base de la démocratie, la souveraineté, la capacité de maîtriser son destin et d'être entièrement libre. Eh bien, il faut que cette souveraineté soit à la fois partagée, d'accord, mais indivisible et inaliénable. Inaliénable, c'est-à-dire que personne ne peut s'en emparer pour pouvoir faire ce qu'il veut. Et en fait, la représentative, c'est ça, c'est je suis un élu du peuple, je fais ce que je veux, j'en ai rien à foutre du peuple et je prends les décisions que je veux. Eh bien, ça amène vers quoi? Tout simplement ça, c'est en lien avec la corruption. La corruption de l'homme, hein, l'homme n'est pas parfait, on sait. Alors la corruption, c'est très vaste. Ça va bien sûr des mallettes de pognon, on le voit bien sûr, mais c'est aussi le copinage. Eh oui. C'est les histoires de fesses. Ça commence à ce niveau-là, puis ça se décline. Et sous la Révolution, j'insiste, il y a de la corruption. Dans une révolution, on ne peut pas forcément empêcher la corruption au départ parce que tu viens de le dire. Il y a les tentations, les faiblesses. Et justement, sous la Révolution française, il y a pas mal de types qui, en réalité, derrière les grands idéaux de souveraineté et tout, vont accaparer le pouvoir pour eux avant tout, pour défendre leurs intérêts en particulier pécuniaires, économiques et propriétaires, disons-le clairement. Tu penses à Danton, là? Ah bah lui, entre autres. C'est pas. Alors, je ne sais pas si c'est le pire, mais lui, il est corrompu, c'est évident. Mais avant même de parler de Danton, pensons à Mirabeau. Pensons à Mirabeau qui était payé par la cour, etc. Pensons à tous les Girondins. Ces Girondins-là qui faisaient la guerre de rapine. D'ailleurs, ils voulaient faire la guerre notamment pour s'enrichir. Tu parles, plutôt que de combattre pour la Révolution, leur objectif c'était surtout d'avoir encore plus d'argent. Et c'est intéressant parce que justement, parmi les rares qui ne vont pas être corrompus, il y a celui qui était de son vivant, pas a posteriori, de son vivant surnommé l'incorruptible. Alors c'est lui-même qui se surnommait l'incorruptible? Pas du tout. Ou c'est les collègues? Pas du tout. C'est même la population, c'est sa réputation. Il est incorruptible. Mirabeau disait même à son sujet, au sujet de Robespierre, il ira loin, il croit à tout ce qu'il dit. Et en effet, et il croit en particulier à cette idée forte que la souveraineté, elle est une et indivisible, elle est imprescriptible et inaliénable. En fait, c'est d'ailleurs l'article 25 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 24 juin 1793. Et il faut savoir que tous ceux qui oseraient s'accaparer cette souveraineté, une part de cette souveraineté, même à l'époque, la sanction prévue par la Déclaration, c'est la peine de mort. Quick. Voilà. Voilà. Exactement. Et bon, maintenant on n'est plus sur les Kerguelen, aller calibrer le gravier sur le bas-côté des routes sur les îles des Kerguelen, mais bon. Mais tu sais, je vais te dire un truc, parce que cette déclaration de cette DDHC, cette constitution du 24 juin 1793, elle n'a pas vraiment pu être appliquée, il y avait la guerre. Mais par certains côtés, elle était appliquée. Pourquoi? Il y avait plusieurs comités à l'époque, sous la Révolution française. Et le comité de salut public, tous les mois, les membres étaient renouvelés. Alors au moment où il y avait Robespierre, chaque mois, ils étaient renouvelés. Donc c'était toujours les mêmes, mais ils étaient quand même renouvelés. Donc tous les mois, Robespierre remettait en jeu, et c'est pas que lui, tous ceux qui l'accompagnaient, Saint-Just, Couthon, Billaud-Varenne, Collot d'Herbois, d'autres, ils remettaient en jeu leur mandat. Et ils étaient réélus à la tête du comité de salut public. Donc ça voulait dire que tu pouvais être sorti, et c'est déjà arrivé, Danton lui-même a décidé de ne pas se faire réélire en juillet 1793 et a laissé la place à Robespierre. Alors, Robespierre, bon, il a été guillotiné, mais... par les corrompus d'ailleurs. Hein. Alors, l'idée du mandat impératif et révocatoire, elle va rester, et elle va être appliquée en 1871. Au moment de la Commune de Paris, c'est important parce que la Commune de Paris, c'est une offensive, il y a eu une offensive contre la Bastille féodale et puis tu as aussi une offensive contre la Bastille économique. Hein, bon, en gros c'est ça. Et au passage, je le signale pour tous ceux qui à chaque fois nous expliquent qu'est-ce que vous faites avec un drapeau tricolore, c'est bourgeois. Non, c'est révolutionnaire, c'est profondément révolutionnaire. Et d'ailleurs j'ai quelque chose à dire à ce sujet. La Commune de Paris, c'est un mouvement en trois, si tu veux, c'est un mouvement qui est à la fois républicain, patriotique et social. Patriotique, je dis ça pourquoi? Parce que pour défendre la Commune de Paris, eh bien, les élus, ils vont mettre en place un mandat impératif et révocatoire qui se veut absolument démocratique, qui permet ainsi d'assurer un contrôle démocratique sur la police, sur la justice, sur tous les moyens, tous les services publics qui fonctionnent. Et tu vois que les gars sont, alors ça peut se faire soit par tirage au sort, soit par élection, mais quoi qu'il arrive, ils doivent appliquer la ligne fixée par la Commune de Paris. Alors, c'est 2 millions de personnes pendant 78 jours. Ouais. Géré avec des mandats impératifs et révocatoires. Tout à fait. À l'époque du ballon montgolfier et puis du pigeon voyageur. Ouais, on y est à cette époque. Et ça marche. Et ça marche. Par exemple, il est remarquable de constater qu'au niveau de la police en particulier, tu as la possibilité de pouvoir épurer tous les éléments réactionnaires. Entre parenthèses, c'est peut-être une idée qu'il faudra avoir en tête aujourd'hui. Tu penses au citoyen allemand qui n'est pas dans le même camp que... Ce n'est pas un citoyen.
Ah bah non, il n'est pas dans le même camp que nous. Donc il ne peut pas être citoyen. C'est un Il ne oligarque, peut être enfin, il est dans le camp des oligarques. Oui, il ne peut être qu'ennemi des citoyens. Et d'ailleurs, il le reconnaît lui-même. Mais l'Allemand, il est là pourquoi? Il est là pour maintenir justement cette domination de la logique pseudo-représentative. Parce que représentative pour qui, encore une fois? Uniquement pour ceux qui votent les lois et pour, disons quand même, leurs intérêts de classe à un moment donné. Regarde la composition de l'Assemblée nationale. Qu'est-ce que tu trouves? Que des médecins, des ingénieurs, etc., qui en réalité se sont gavés, on le sait très bien, avec les formations dans les grandes écoles, en apprenant les mêmes sauces idéologiques, etc., et qui sont par définition anti-citoyennes et anti-populaires. Donc là maintenant, il y a des outils modernes, hein. On peut faire des lives, on peut contrôler le travail. Des commissions citoyennes peuvent plébisciter des experts. Tout ça, ça peut être en live. Si tu mets en live, bon, l'homme il est ce qu'il est, hein. Je veux dire, on est tous plus ou moins corruptibles. Oui. Là, on te met un sac de 5 millions d'euros en petite coupure usagée à tes pieds. Bon, qui ne va pas galoper avec? Mais l'affaire, c'est que en attendant l'homme nouveau, changé, etc., ce qui est peut-être intéressant, c'est des systèmes vertueux. Et là, la technologie nous permet d'avoir ces systèmes vertueux par la transparence et l'instantanéité. C'est-à-dire qu'on sait ce qui se passe dans la commission de la ville de Paris, par exemple, etc. Toi, en tant que citoyen, tu peux prendre tes responsabilités politiques personnelles et puis aller vérifier que le travail est bien fait. Ce serait bien, malheureusement, tu sais, c'est là où on en revient au problème de la corruption. Et tu as parlé du mot vertu, moi j'en ajouterai deux autres. Bon, d'abord, j'insiste sur le mot égalité. C'est la base de la démocratie. C'est pas la liberté, c'est l'égalité. L'égalité, c'est celle qui fait que tous les citoyens sont au même niveau, que tous les citoyens peuvent occuper une fonction, qu'ils peuvent en être destitués s'ils n'ont pas rempli leur mandat. C'est le principe même. En fait, j'insiste, le mandat impératif et révocatoire, c'est l'égalité. Et puis, c'est aussi le travail. Il faut quand même le dire. C'est-à-dire qu'à un moment donné, si on veut que ça marche, comme tu l'as dit, bon, il y a des gens qui sont élus, etc., ils bossent, mais il faut que tout le monde travaille. Et travailler, c'est déjà s'informer tous les jours, savoir ce qui se passe. Moi, en tant que proche, je dis toujours à mes élèves, vous savez, dans le fond, si vous ne vous intéressez pas à ce qui se passe dans la vie, mais on fera ce qu'on veut de vous. Et demain, on vous enlève un droit, mais en 5 minutes, il n'y a pas de problème. Vous ne le verrez même pas. Alors, là-dessus, il faut être quand même très, très optimiste. En France, il y a énormément de personnes qui s'investissent dans l'associatif pour le bien commun, etc. Donc ça, c'est une façon de s'investir comme on peut. Bien sûr. Mais cette énergie pourrait aussi s'investir dans la politique au sens noble et premier du terme. C'est central parce que, tu vois, les associations, on m'a déjà fait le reproche de dire « Ah, vous êtes contre les associations, vous, etc. » Ah non, pas du tout. Moi, je trouve au contraire que c'est un super travail. Mais en revanche, si on espère véritablement instaurer une démocratie pleine et entière comme on l'espère, alors il faut compter sur autre chose que les associations. C'est-à-dire les citoyens qui se mobilisent pour s'emparer du pouvoir. Qui prennent leurs responsabilités politiques personnelles. Ça, les Gilets jaunes, ça fait 2 ans qu'on est dans la rue. Et comme tu le sais, nous, depuis le début, on est aux côtés des Gilets jaunes. Je dis on en tant que... Qui tes Gilets jaunes. Et je suis... Mais oui, c'est ça. En fait, si tu veux... C'est quoi les Gilets jaunes? C'est les citoyens en colère. Moi, je suis un citoyen en colère depuis très longtemps, et puis toi aussi. Et quand ce mouvement des Gilets jaunes est arrivé, je l'ai toujours dit, pour moi, la grande victoire des Gilets jaunes, c'est d'avoir montré que les personnes qui se révoltaient étaient avant tout des citoyens conscients, qui réfléchissaient pour améliorer le bien commun. Le bien commun, c'est-à-dire qu'on ne fait pas ça pour notre gamelle, on fait ça pour le bien commun, la justice, la dignité. Voilà, parce qu'on croit en des choses belles et vraies et justes. Travail, vertu, égalité. Ce sont les 3 mots fondamentaux auxquels je rajoute la souveraineté parce que c'est la base aussi de la démocratie. Alors, souveraineté des hauts fonctionnaires, de l'entre-soi des hauts fonctionnaires ou du peuple? Souveraineté nationale et populaire. Les deux à la fois. Parce que juridique, économique, politique, militaire? Tout. Tout, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout ce qui contraint la souveraineté, absolument tous les éléments, sur le plan militaire, c'est l'OTAN. Sur le plan des institutions législatives, c'est l'Union européenne. Sur le plan de la monnaie, c'est la Banque centrale européenne, le FMI, les banques, tout ça. Tout doit être démantelé pour avoir une souveraineté nationale, parce que c'est dans le cadre de la nation que s'accomplit cette souveraineté, et populaire, parce que la nation, c'est le peuple. C'est ce que disait le philosophe Georges Politzer. Alors, une nation avec un modèle jacobin et centralisateur ou un modèle plus décentralisé? Écoute, j'ai envie de te dire Parce que quand c'est centralisé, c'est plus facile à corrompre quand même. Et regarde où est-ce qu'on arrive. On est bien d'accord, mais j'ai envie de dire par rapport à ça, historiquement, il faut faire attention, parce qu'en réalité, les communes, les départements, c'était quoi? C'était une volonté justement d'imposer cette égalité, certes centralisée au départ, mais de pouvoir donner du pouvoir aux communes et aux départements. Après, il y a eu de la corruption, je suis d'accord, et il ne faut pas oublier le contexte, il y avait la guerre.
Et en cas de guerre, tous les efforts étaient faits pour centraliser sur Paris, pour sauver la Révolution. Mais Tu parles de 1789 là. oui, et 93, etc. Mais sur le principe, l'élément de base de l'exercice de la démocratie, ça a été le cas au moment de la Commune de Paris de 1871, c'était aussi le cas dans la Russie 1917, ce sont les communes. Ben, ce sont les communes, parce que c'est là où se trouvent les assemblées locales de citoyens. C'est là où tu as le degré en fait le plus proche de la population qu'on voit avec les maires. Au niveau de la guerre civile espagnole, il y a eu du mandat impératif et révocatoire qui a été appliqué dans les zones... En Catalogne, je pense en particulier. Là, il y a dû en avoir, mais là encore, tu sais, c'est toujours le même problème. Moi, j'aimerais vraiment que les... Je comprends parfois, parce que nous, on nous accuse d'être staliniens ou je ne sais quoi parfois. Moi, j'aimerais simplement rappeler une chose, c'est que quand il y a une guerre, à un moment donné, l'objectif numéro 1, c'est de vaincre l'ennemi majeur. L'ennemi majeur, à l'époque, c'était ceux qui voulaient écraser, justement, ceux qui défendaient la démocratie espagnole, la République démocratique espagnole, c'est-à-dire le franquisme, avec l'association d'Hitler et de Mussolini. Et j'insiste dessus parce que je peux comprendre parfois, il y a eu des tensions au sein de la guerre civile espagnole, notamment entre anarchistes et communistes, on ne dit pas le contraire, mais il y avait quand même cette idée effectivement de faire vivre une belle démocratie sur un principe de mandat impératif et révocatoire, en particulier en Catalogne. Merci. Actuellement, quel est notre ennemi? Écoute, notre ennemi... À part nous-mêmes, notre trop grande modération peut-être, notre lâcheté, notre... Voilà. D'abord, c'est pas un système, c'est un ordre. Parce qu'un ordre, c'est beaucoup plus. C'est un ordre qui régit absolument tout. L'économie, les structures juridiques, les structures culturelles, la politique, les institutions, l'armée. C'est un ordre qui obéit à un seul mot qui est celui en fait de l'égoïsme. Et là, j'en profite pour rappeler un truc, on parlait du bien commun. Il y a un an, pratiquement jour pour jour, Jean-Claude Juncker, qui est l'ancien président de la Commission européenne, disait très clairement « le politique n'est pas là pour faire le bonheur des peuples ». Ben voilà, je crois que c'est ça l'ennemi. Je crois que c'est ça l'ennemi. Généralement, on n'est pas vulgaire, mais là, le Juncker, c'est énorme. Tu veux un scoop? Aucun journal français ne l'a repris. C'est passé dans Le Soir, un journal belge. Aucun journal français, j'ai regardé, ne l'a repris. Pas de chance pour le camarade Juncker. Nous avons eu le temps de mettre la main dessus. Et en fait, c'est très simple, c'est la guerre du bonheur des peuples, c'était Rousseau-Robespierre, contre l'égoïsme, Mandeville, Smith, et ce monde dans lequel nous sommes aujourd'hui, représenté par Macron notamment. Merci, force et honneur, on ne lâche rien. Et puis, on va te donner ce projet de loi que les collègues ont fait. Et comme tu sais, et là j'insiste dessus, communiste, pas communiste, gilet jaune, pas gilet jaune, on est tous dans la même merde en tant que citoyens, en tant que travailleurs. Pas de division du peuple, contre l'ennemi commun en haut. Tous ensemble en même temps, œuvrons pour l'unité et nous en avons vraiment besoin pour affronter ceux d'en face qui, eux, savent faire bloc pour nous écraser. Merci encore, force et honneur les amis, on lâche rien, mort à la dette, à bas l'usure, vive le bien commun. Et puis on va garder un petit peu de batterie.